Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Il est temps que d'autres prennent la relève pour assurer la médiation dans la crise burundaise. C'est l'avis de certains participants au 5e round des dialogues interburundais qui vient de prendre fin à Arusha. D'autres estiment que l'absence du gouvernement à cette session n'augure rien de bon pour l'avenir du pays et craignent le pire. Le président Paul Kagame appelle les pays les plus nantis à venir investir en Afrique. Le président de l'Union africaine s'exprimait au sommet du G20 qui se déroule à Berlin en Allemagne. Encore une fois, bienvenue. Après le 5e round du dialogue interburundais, l'heure est au bilan et aux perspectives d'avenir. Marie-Louise Walichako, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, indique que l'aveu d'échec prononcé par le facilitateur est une bonne chose qui permettra d'aller de l'avant. Et pour elle, le doute s'impose sur les capacités de la sous-région à trouver une solution à la crise burundaise. Je vous propose de le suivre. Ce que je regrette, c'est le temps que ça a pris pour qu'il puisse reconnaître que le processus qu'il est en train de mener ne va aboutir à rien. Ça a pris beaucoup de temps, il aurait pu le dire plus tôt, mais j'apprécie quand même qu'aujourd'hui il ait pu le dire, il ait osé le dire et qu'il ait pris le courage de reconnaître son échec et reconnaître son impossibilité de faire quoi que ce soit pour le Burundi. C'est une très bonne chose. Le pays a souffert, le peuple du Burundi continue à souffrir et les partenaires du Burundi continuent à y mettre beaucoup d'argent. On paye les billets, on paye les hôtels, on vient, on s'assoit, on attend, on nous consulte et c'est un processus qui n'avance pas, qui ne recule pas, qui n'aboutit à rien. Donc pour moi, j'apprécie beaucoup qu'il ait osé le dire, même si c'est tardif. Il va faire le rapport au sommet des chefs d'État de la communauté de l'Est africaine. Il va leur dire sûrement que lui, il en a fini, comme il lui avait dit que c'était le dernier round de celui-ci. Et je suppose qu'ils vont insister pour qu'il reste ou qu'ils vont essayer de trouver un autre. Je suppose aussi que, comme il disait, que ça devrait passer maintenant. Il a dit qu'il faut un autre sommet maintenant sur le Burundi, un sommet spécial. Alors, quand le sommet spécial va se faire, si ça se passe comme le président Mukapa l'a dit, ça doit maintenant passer à l'étape supérieure qu'il a appelée la médiation. Alors, normalement, médiation et facilitation, ça se complète. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur, mais quand même, supérieur, la médiation, ça veut dire que la médiation va être faite par un chef d'État. Et mon souci, c'est qu'à y regarder de près, ce qui vient de faire échouer le président Mukapa, c'est qu'il n'a pas eu le soutien politique et moral des chefs d'État de la région. Est-ce que ces chefs d'État de la région qui n'ont pas soutenu le facilitateur vont avoir le temps et la volonté de faire la médiation eux-mêmes? Je m'interroge, je ne sais pas. De son côté, Charles Nditije explique l'absence du gouvernement au 5e round par la peur de ce dernier. Une peur qui a fait de l'entêtement du pouvoir de Bujumbura une habitude pour se couvrir, selon l'ancien président de la plateforme de l'opposition en exil, Sénared. Il est conscient que si les négociations aboutissent, elles conduiront ipso facto au départ de ce régime qui s'est rendu coupable de tant de maux que tout le monde connaît. Et donc, on comprend qu'il traîne les pieds, qu'il ne veuille pas négocier. Mais ce qui est plus grave et qui explique peut-être pourquoi le pouvoir traîne les pieds, c'est parce que la médiation-facilitation n'a pas suffisamment mis de pression. On a comme le sentiment, ce n'est pas le sentiment, on est convaincu, on sent que, et le facilitateur, le président Mukapa le dit, il n'a pas reçu l'appui des chefs d'État de la sous-région. On pourrait même dire quelque part que les chefs d'État de la sous-région sont quelque peu complices
du pouvoir de M. Nkurunziza. Et lui, voyant qu'il ne subit pas assez de pression, il se dit, je vais continuer la marche forcée. Souvenez-vous, avant les élections de 2015, le président Museveni est venu, il nous a rencontrés, il nous a dit, on va voir, on va faire en sorte que l'accord d'Arusha soit respecté. On a même mandaté les procureurs généraux de l'EAC pour qu'ils vérifient, qu'ils analysent l'accord d'Arusha et ceux-là se sont prononcés contre le troisième mandat. Ce qui n'a pas empêché à M. Nkurunziza de briguer ce troisième mandat et qu'il reçoive la bénédiction des chefs d'État de la sous-région. Après cela, on a instauré la médiation facilitation et on a convoqué des négociations, des rounds à n'en plus finir, mais qui n'ont jamais abouti parce que la facilitation n'a jamais réussi à mettre ensemble les protagonistes, n'a jamais réussi à inviter les protagonistes de manière inclusive. Et c'est cela qui explique que M. Nkurunziza se dit, de toute façon, je vais continuer. Il s'est fait élire, il a tué, il a massacré des gens, il viole allègrement les droits de l'homme. Et après, on a dit tout sauf l'amendement de la Constitution. Il a amendé la Constitution. Le président Mokapa, le facilitateur, avait dit si on amende la Constitution, qu'on viole l'accord d'Arusha, je démissionne. Il n'a pas démissionné. Aujourd'hui, il dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, je vais organiser des élections de 2020 et le seul point à négociation, c'est la feuille de route. Et la facilitation cède à ce chantage et on avait d'ailleurs vu qu'au niveau de l'invitation, c'était l'analyse de la feuille de route. Charles Nditije poursuit en disant qu'il craint le pire et pour lui, l'unique responsable sera le pouvoir de Bujumbura à cause de son entêtement. On le suit encore une fois. Le pouvoir de Nkurunziza va continuer sa marche forcée, comme je l'ai dit, va organiser des élections et ces élections vont amener plus de problèmes, vont accentuer, amplifier la crise. Il y aura plus de réfugiés, il y aura plus de morts, il y aura moins d'espace et de liberté publique et politique parce que le pouvoir va quadriller tous les espaces et va être encore plus brutal. Donc en clair, la crise va s'aggraver davantage et les gens vont certainement s'organiser pour mettre fin à ce régime par tous les moyens, comme je le disais. Donc la crise va s'amplifier et les conséquences seront encore plus graves. Sur tous les plans, même politiques, économiques. Aujourd'hui, par exemple, l'économie est à genoux. Cette pauvreté qui gangrène la population, et tous les services de l'État, l'éducation, la santé, avec déjà l'interdiction des ONG étrangères de fonctionner. Je viens d'apprendre que l'ONG 1111 a été interdite de fonctionnement. On va en ajouter d'autres. Vous avez vu que l'Union européenne a reconduit les sanctions jusqu'en 2019. Il semble que l'Allemagne vient de décider d'arrêter toute coopération. Donc le Burundi est en train de creuser sa propre tombe par son pouvoir illégitime et irresponsable. Donc en clair, ça va être la catastrophe sur tous les plans. Et là, les gens vont dire trop c'est trop. Nous n'acceptons pas de mourir et de tomber comme des mouches. Nous allons organiser une résistance patriotique pour que les disent non, nous refusons de mourir, nous voulons mourir debout. Et ils vont s'organiser, comme je l'ai dit, dépasser ces clivages. Et là, les dégâts vont être énormes, malheureusement. Il y aura des pertes en vies humaines et pour chasser ce pouvoir. Et de toute façon, tôt ou tard, on finira par revenir à la table des négociations, ce qu'on ne souhaitait pas. Mais dans tous les cas, cette voie se présente comme l'alternative qui reste aux yeux des Burundais qui veulent libérer le peuple burundais. S'il faut espérer un bon résultat des négociations, il faut qu'elles ne se déroulent pas dans un pays qui nie la crise du Burundi comme la Tanzanie. Il faut également que le médiateur et son facilitateur soient écartés pour laisser des hommes honnêtes conduire ces négociations. C'est l'avis de Mme Juliette Nijimbere, l'une des femmes soucieuses de la paix et de la sécurité au Burundi. On l'écoute. Pour ce
sortir de cette impasse, c'est d'abord que les pourparlers soient déplacés et soient ailleurs que la Tanzanie et dans un autre pays de l'Union africaine. J'aimerais bien que les pourparlers restent en Afrique parce que c'est l'Afrique, ce sont les Africains qui devront contribuer pour que la paix revienne au Burundi. C'est une question burundaise et aussi une question africaine. Et donc, ces pourparlers devraient trouver un autre pays de l'Union africaine, après avoir trouvé un pays de l'Union africaine, trouver aussi un autre médiateur et un autre facilitateur. Parce que, ou des médiateurs ou des facilitateurs, on peut en avoir plusieurs du moment que on sait pourquoi et que ces médiateurs ou facilitateurs puissent vraiment jouer le rôle qu'ils doivent jouer. Trouver d'autres médiateurs et d'autres facilitateurs parmi les grandes figures de l'Union africaine qui existent, il y a des personnalités qui peuvent jouer aujourd'hui le rôle de Mandela ou le rôle de Nyerere. Il n'en manque pas. Il faut pas se dire qu'on manque de personnes ou de figures qui peuvent vraiment jouer ce rôle de médiateur. L'Union européenne, les Nations unies puissent soutenir activement ce pays qui va recevoir donc les négociateurs, aussi le médiateur et le facilitateur ou les médiateurs et les facilitateurs sur l'utilisation de ces fonds et qu'il y ait de l'évaluation et qu'ils ne donnent pas des chèques en blanc parce que j'ai l'impression qu'ils ne font jamais l'évaluation, ils ne font jamais le suivi des fonds qu'ils allouent pour parler aux négociations. 25 ans, la Maison Shalom vient de célébrer son jubilé d'argent. Les cérémonies se sont déroulées au centre Oasis of Peace à Kichukiro dans la capitale rwandaise de Kigali. En présence de la fondatrice de la Maison Shalom, Marguerite Barankitse, de nombreux élèves des écoles secondaires et primaires bénéficiant de l'assistance de la Maison Shalom ainsi que de nombreux autres invités étaient dans la fête. Le maître mot du jour était l'amour entre les Burundais. Suivez ce reportage de Thierry Bigirindavi. Dans son homélie, le prêtre a remercié le bon Dieu d'avoir donné un cœur plein d'amour à Madame Marguerite Barankitse, la fondatrice de la Maison Shalom. Il a aussi félicité tous ceux qui ont pu croiser le chemin de cette bâtisseuse de paix à l'aide d'un film documentaire. Une femme offre à tout le monde. La Maison Shalom a mis dans le bain tous les participants les circonstances de sa création. Tout commence le 24 octobre 1993. À l'époque, le pays a sombré dans des violences inhumaines après l'assassinat du président Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993. Sur sa colline natale, Donyamutobo, c'est une chasse aux sorcières de toutes les personnes de l'ethnie Tutsi. La population Hutu les accusait d'être responsables de la mort de leur président Hutu. Marguerite Barankitse se réfugie à l'évêché de Ruyigi, où elle est prestée comme secrétaire de l'évêque. Arrivée à l'évêché, elle y trouve 72 personnes fonctionnaires de l'ethnie Hutu avec leurs 25 enfants qui avaient fui la représailles des forces de l'ordre qui venaient pour arrêter les massacres de civils Tutsis. Ces militaires défoncent la porte des fugitifs. La brave Marguerite Barankitse tente de sauver ses compatriotes, mais en vain. Ces 72 personnes sont tous froidement massacrées devant elle et les 25 enfants. Marguerite Barankitse, bouleversée par cette tragédie, n'avait pas quoi faire. Non plus, elle ne pouvait pas laisser ses enfants. Elle a pris le courage entre ses deux mains et a décidé de rester avec ses 25 enfants. Depuis ce jour, elle a arrêté de travailler à l'évêché et a consacré sa vie à ses pauvres enfants. À l'aide d'un ami de nationalité allemande, Martin Novak, qui travaillait à la GIZ, elle a pu trouver une maison où cacher ses pauvres enfants. Ainsi est née la Maison Shalom. Dans son discours de circonstance, Marguerite Barankitse a expliqué aux invités ce qui l'a poussé à organiser ce jubilé d'argent. Vous pouvez vous poser des questions pour savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Vous le savez, si une personne fête son jubilé d'argent, il doit réfléchir. Dans la culture chrétienne, en Israël, c'était le moment de réconciliation. Et pour cette occasion, je voudrais premièrement demander à toutes les personnes ici présentes
Les enfants que j'ai élevés, mes collègues, s'il y a une personne à qui j'ai fait du mal, je demande pardon publiquement. Tournons la page. Commençons une nouvelle page pour le jubilé. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture de l'année jubilaire. Nous allons faire des conférences, des ateliers de réflexion pour trouver une formule afin de conserver notre dignité, de façon qu'une fois de retour dans notre pays, un accueil chaleureux nous soit réservé. Deuxièmement, le jubilé, c'était une belle occasion d'abandonner les dettes. Je voudrais supplier à tous ceux qui ont une dette morale ou d'amour envers moi, soyez les bienvenus dans cette maison dès aujourd'hui. Dites aux Burundais, Rwandais, Congolais que désormais c'est l'année jubilaire. La porte est ouverte pour faire une exposition de cet amour. Tournons la page et abandonnons toutes ces dettes morales. Allons sur une nouvelle page. Cette brave femme native de Luyigi, aux 10 000 enfants, s'est adressée particulièrement aux jeunes que la Maison Shalom a pu donner une seconde chance de ressentir encore une fois l'odeur des amphithéâtres. Elle a révélé à cette jeunesse qu'elle a quitté le palais de Luxembourg où elle avait trouvé refuge après la crise de 2015. Elle a quitté le palais royal pour venir souffrir avec eux. Elle les a interpellés à tout faire pour casser ce cycle de violence et d'indifférence dans notre pays. Si vous avez pu reprendre le chemin de l'école, si vous êtes dans cette belle maison, jadis Macadamia, et maintenant Oasis of Peace, c'est parce que j'ai osé et j'ai refusé la fatalité. J'ai refusé de vivre au palais royal alors que vous étiez sous tente. Je ne veux pas me vanter, seulement je vais vous montrer combien je vous ai aimé. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes ici, pourquoi nous avons été créés. Ce qui fera de nous des héritiers du ciel, c'est notre capacité d'avoir aimé, d'avoir cassé ce cycle de violence, ce cycle d'indifférence. Ce n'est pas les diplômes qui feront de nous des hommes intègres, mais plutôt votre capacité d'aimer. C'est ce message d'amour que je vous donne. Il faut que vous aussi vous fassiez autant et vous insurgez contre l'indifférence. L'indifférence. La Maison Shalom a été créée dans la province de Ruyigi. Elle a accueilli plus de 10 000 enfants Hutus et Tutsis, scolarisés, réintégrés dans les familles ou réunis dans des maisons où s'est réinventée une responsabilité solidaire. Ils ont bénéficié d'une éducation à la paix, au pardon, au respect, qui fait d'eux une nouvelle génération de jeunes citoyens plaçant l'humanité au-delà de toute appartenance ethnique, Hutu, Tutsi ou Twa. Page internationale pour clore ce journal, c'est le bon moment pour investir en Afrique. C'est en tout cas la conviction de Paul Kagame, président de l'Union africaine. Il l'a dit au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 qui se tient à Berlin, en Allemagne. Pour Paul Kagame, l'Afrique est devenue un marché sûr au vu de ses progrès. On l'écoute. To reinforce Africa's enterprise-based renforcer le développement de notre continent à travers les entreprises et notre préoccupation. Nous allons connaître du succès par le soutien de l'Allemagne, de l'Union européenne et vers autres partenaires qui ont voulu contribuer à ce projet. Il s'agit de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Mais sache que l'Afrique possède des potentialités pour arriver à une économie excessive. L'Afrique a le pouvoir de s'enrichir par sa richesse minière dont elle héberge. Il faut que notre continent se réveille tout en vaquant aux activités quotidiennes. L'Afrique doit arriver à une économie via les petites et moyennes entreprises. C'est là où se trouve une bonne voie dans la prospérité rapide de l'Afrique. La jeunesse africaine doit contribuer beaucoup. Elle, qui est une génération future, a les interpellant également d'investir aux entreprises. Voilà un exemple de Volkswagen, une entreprise allemande qui est née récemment au Rwanda, qui va aussi représenter le Rwanda dans les prochaines sessions intercontinentales pour les projets de développement. Laissez-moi vous dire l'importance de notre intégration au sein de cette entreprise. C'est là où se trouve la clé du développement. Vous voyez l'Afrique du Sud, un pays qui héberge beaucoup d'industries et qui dispose d'un marché nouveau. Alors, il a besoin de clients africains.
Secondo, l'Afrique a besoin d'un centre de laboratoire pour ses matières premières. L'entreprise Volkswagen n'est pas seule dans le transport. Il y a d'autres, mais cette dernière contribue beaucoup au Rwanda pour la jeunesse rwandaise, mais aussi pour l'Afrique de l'Est, sans oublier ceux qui ont déjà reçu des diplômes à son genre de l'automobile en Allemagne. A number of young Rwandans who graduated in the universities here in Germany. C'est par ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.